également, plus important pour les journalistes, les règles sociales, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de médias soient la propriété d'hommes politiques, les journalistes ont très peu de contrats de travail, par exemple, des choses comme ça. Donc, si on ne se conforme pas aux règles, normalement, on doit sortir du marché. Alors, le problème, c'est que voilà, il va y avoir une discussion autour de la liberté d'expression parce qu'on réduit le nombre de médias. Mais pour qu'il y ait un business model et que les médias congolais puissent jouer réellement leur rôle, ce que j'ai montré dans la proposition, dans la présentation, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un marché, qu'un investisseur, quelqu'un qui veut créer un média, qui sont souvent des journalistes eux-mêmes d'ailleurs, puissent avoir un retour sur investissement sans passer par la case communication politique. Et donc, et c'est de cette manière que les médias sont crédibles. Je dirais même pour finir qu'il y a d'espoir aussi, c'est que pour les business models, si on assainit la régulation et l'application de la régulation, toutes les études d'audience montrent que ce sont les médias qui font un travail indépendant, le plus indépendant possible dans le contexte actuel, qui ont de l'audience. Voilà, l'exemple de réussite partagé par l'ensemble du secteur est évidemment Top Congo, mais Actualité.cd, 7 sur 7. Voilà, il y a aussi des exemples à Goma. J'espère bientôt à Lubumbashi, mais il y a des médias qui essayent d'être indépendants, de fonctionner comme des entreprises médiatiques qui arrivent à sortir du lot et arrivent à avoir les meilleures audiences. Donc, effectivement, aussi, il y a aussi peut-être un problème de communication sur les audiences, puisqu'il faudrait aussi que les acteurs du secteur privé puissent avoir connaissance de... voilà, alors à Kinshasa, ils savent à peu près, ou à Lubumbashi, ils savent à peu près que Top Congo a beaucoup d'audience, mais il y en a d'autres, et il y a aussi des médias qui peuvent être spécialisés, donc on ne connaît pas vraiment encore l'audience, mais qui peuvent avoir un impact. Et donc ces médias qui travaillent de manière professionnelle, donc, ont tendance à avoir des contrats sur les journalistes, à respecter un certain nombre de normes et à travailler mieux, et donc à être crédibles lorsqu'ils parlent de problématiques ou de succès ici au Congo, et à l'extérieur d'ailleurs. Merci Karim. Alors, nous allons progresser. Ah, voilà, une question. Oui, allez-y. Voilà, bien, merci. Je voulais poser une question. Si seulement j'ai compris ce qui s'est passé, donc désinformer, c'était donner une fausse information avec volonté, avec intention de nuire. Et mes informations, en fait, c'est un journaliste ou quelqu'un qui donne une information croyant qu'elle est vraie, pourtant elle est fausse. Quel rapport y a-t-il? Quel mécanisme avez-vous mis en place? Parce que s'il s'agit spécialement d'un journaliste, il doit être protégé par la liberté d'informer et la liberté de protéger sa source d'information. Maintenant, quel mécanisme avez-vous mis en place pour ne pas être dans cette confusion d'un journaliste qui donne une information, que ce soit prouvé si c'est une désinformation ou c'est une mésinformation? Merci bien. Voilà. Vous voulez répondre? Non, attendez. Bon, ça va. Merci beaucoup, je m'appelle Adrien. Alors, M. Karim a parlé du rôle de journalistes, des journalistes professionnels des médias. C'est vrai, il existe des outils de pouvoir vérifier par exemple une vidéo ou soit une photo, mais aujourd'hui, je sais très bien que les professionnels de médias ont encore des sérieux problèmes sur le rôle qu'ils doivent jouer pour vérifier par exemple les paroles des acteurs politiques ou des gens, des personnes lambda. Est-ce qu'ils ne trouvent pas qu'il y avait encore une autre paire de manches qui attend encore au rôle que doivent jouer les journalistes en République démocratique du Congo?
Et je voudrais savoir, il a parlé de WhatsApp comme étant le média par lequel passe beaucoup plus la désinformation. Je voulais savoir les rapports, c'est sur base de quels rapports d'enquête il a établi ça. Voilà, merci. Merci, d'accord, merci beaucoup. Alors, première question, Karim, vous voulez répondre? Des informations, c'est pour tout le monde, et mes informations pour journalistes, pour les protéger ou comment? Alors, des informations, c'est le fait de produire une information et de la diffuser. Alors, la mésinformation, on peut, de manière intentionnelle ou pas, aider à propager cette fausse nouvelle juste en retweetant par repartageant dans des groupes WhatsApp. Concernant le journaliste, on est évidemment disons à une limite, puisqu'il est protégé par tout l'encadrement autour de la liberté de presse, mais lorsqu'il est sur les médias sociaux, en tant qu'individu, il n'est plus forcément journaliste. Donc, je m'exprime. Si un journaliste est sur son compte personnel, il est difficilement journaliste. Voilà, donc il y a aussi, si vous avez bien lu, il y a l'intentionnalité qui est au centre. C'est-à-dire que s'il ne sait pas que c'est une fausse nouvelle, bon, c'est une faute, disons, déontologique ou professionnelle, parce qu'il n'a pas vérifié, mais donc c'est un autre problème, on va dire, à la rigueur, il est passible des autorités d'autorégulation, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, la commission de discipline de l'UNPC, voilà. Donc ça, c'est parce qu'il avait fait une faute professionnelle, mais il n'est pas, comme il n'y a pas d'intentionnalité, il n'est pas passible de poursuite pénale au travers de dispositions du Code du numérique. Voilà, alors maintenant on va progresser. Une intervention, une question? Oui, on vous apporte le micro. On vous donne le micro. Oui, monsieur? Oui, juste pour rappel, il y avait une deuxième question. Je ne sais pas si ça a Je suis été désolé, répondu. oui. Deuxième question posée par Adrien. Vous avez avancé quelques chiffres sur l'importance de WhatsApp. Alors, ça vient d'où? Voilà, sur l'importance de WhatsApp, il y a des études qui ont été faites par Internews dans d'autres pays, par l'UNESCO également, dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que j'ai mis en Afrique. On n'a pas encore fait les études pour la RDC, mais comme les pays limitrophes sont déjà dans cette tendance-là, on suppose qu'en RDC, si on n'est pas encore là, on n'y est pas loin. On n'est pas loin. Et attention, ce n'est pas le premier média, les groupes WhatsApp. C'est le premier canal d'information. C'est-à-dire qu'on partage des choses qui sont produites, alors soit par des producteurs d'informations, soit par des médias en ligne ou d'autres médias via les groupes WhatsApp. Mais le WhatsApp n'est pas un média en lui-même. C'est-à-dire que c'est un média social où on partage des contenus médiatiques ou d'informations produits par d'autres. Oui, monsieur. Allez-y. Bonjour, moi c'est Johnny Makombo. J'avais juste une question parce que la thématique générale, c'est les droits humains dans le milieu professionnel. Et cet atelier est axé sur le rôle des médias dans la promotion de l'image de la RDC, donc on dira une image positive. Alors, ma question, c'était justement de savoir, nos médias, présentement, est-ce qu'il existe des structures qui permettent à ce qu'ils puissent être protégés sur l'angle de la promotion, parce qu'on sait que les médias, après, on a des journalistes qui ne peuvent pas dire toutes les vérités, ils ne peuvent pas avoir cette liberté d'expression médiatique qui fait partie de leurs droits humains dans le milieu professionnel. Ils n'ont pas droit à divulguer n'importe quelle vérité dans les médias à cause des influences politiques, à cause de ceci et de cela. Alors, est-ce qu'il y a des structures qui sont aussi mises en place pour les protéger afin de pouvoir leur permettre pleinement à jouer leur rôle de promotion de l'image de la RDC?
Eric, donnez juste à la dame juste à côté, oui. Puis Eric au fond. Oui, madame. Allô, merci pour la parole, c'est Madame Lorraine. Quelle est la responsabilité sociétale des médias au regard de la vulgarisation de la loi du Code du numérique, étant entendu qu'il y a des sanctions, notamment pénales, que le Code a prévues, et sachant que la moyenne de la population aujourd'hui a un smartphone et est connectée sur WhatsApp. Quelles sont les mesures? Est-ce qu'il y a déjà des mesures prévues et quelles sont-elles, si elles existent, pour accompagner la population, la moyenne de la population par rapport à l'information, notamment concernant les sanctions prévues? Merci. Merci, madame. Oui, dernière question, au fond. Eric Chibamba, journaliste et aussi co-écrivain de la loi Mouyaya. Nous sommes de ceux qui avons étudié, amendé cette loi. Je voulais profiter pour compléter Karim et aussi essayer de donner les éléments de réponse à celui qui vient de poser la question tout à l'heure par rapport aux structures qui existent pour protéger les journalistes, qui peut donner des informations. Alors, la première structure qui existe, c'est la commission des disciplines de l'UNPC. La commission des disciplines de l'UNPC, la loi prévoit, au cas où il y a des soucis avec les journalistes, la première instance à se saisir de ces problèmes, c'est l'UNPC par sa commission des disciplines. Et aussi, il y a le CESAC. Pardon? L'UNPC, c'est l'Union nationale de la presse du Congo. Et aussi, il y a le CESAC. Par rapport à la nouvelle loi Mouyaya, il y a le CESAC qui aussi peut se saisir du dossier de ces problèmes en collaboration avec l'UNPC. Mais une autre grande protection, c'est que les journalistes lui-même, ils doivent connaître les lois de la République démocratique du Congo. Il ne suffit pas de se cacher seulement derrière la loi qui a trait à la liberté de la presse ou à l'accès aux sources d'information, mais il est aussi important de savoir ce que dit, par exemple, les codes de la famille en cas d'un besoin, ce que dit les codes pénal militaires. Alors, si les journalistes ont toutes ces connaissances, c'est déjà la plus grande structure qui peut protéger sa liberté d'information, sa liberté d'exercice. Voilà, en quelque sorte, voilà ce que, en peu de mots, ce que je voulais apporter comme contribution. D'accord. Oui, madame. Pour revenir au sujet qui dit quel est le rôle des médias dans la promotion de l'image de la RDC, ma contribution était de dire que il faudrait que nos médias arrivent à créer des capsules éducatives. Parce que on sait que dans notre pays, parmi les problèmes que nous avons des problèmes culturels, des problèmes de valeurs, des problèmes de mœurs. Mais comment on peut promouvoir l'image d'un pays lorsqu'on n'arrive pas à promouvoir ses valeurs? On a beaucoup de lois mal comprises, méconnues. Je pense qu'il ne suffit pas seulement de partager des informations, mais partager aussi l'essentiel. Dans le temps, lorsqu'il y avait une information qui passait à travers les médias, on pouvait passer toute une matinée ou toute une journée où on ne parlait que de ça. Partout où vous allez passer, au marché, dans un supermarché, dans une école. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui circulent, mais ce n'est pas toujours la bonne information. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Est-ce qu'elle fait la promotion de notre pays? Est-ce qu'elle améliore
les conditions, en fait, ou la perception des choses dans notre pays, je pense qu'il y a lieu aussi de revoir les rôles de médias au quotidien. Merci. Merci, madame. Alors, je propose ceci pour que nous puissions progresser. Oui, oui, monsieur. Je peux? Allez-y. Juste pour ajouter, au fait, à ce que vous étiez en train de dire. Donc, moi, je suis patron de médias. J'ai une petite radio dans laquelle j'ai investi il y a quelques années, en me disant que c'était un secteur lucratif. J'avais fait mon business model, mais je n'avais pas fait la recherche. Je n'ai pas poussé la recherche de ma géologie pour après me retrouver avec un média qui ne portait pas forcément les fruits nécessaires. Mais on avait une vision. Cette vision-là, on continue à la produire. On est apolitique, on est culturel, on est jeunesse, on est urbain. Ce que beaucoup de patrons de médias ne font pas, c'est justement qu'ils ne voient pas le média comme d'abord une source d'éducation. Première chose, hein, pas seulement information, mais d'éducation aussi. Donc il y a cette responsabilité sociétale. Et la deuxième chose, que c'est effectivement un business. Et quand c'est un business, ça veut dire qu'il y a un contrat entre l'employeur et l'employé, ou le consultant et le client, etc., et qu'il faut payer les personnes. Vous savez vous-même, dans la musique, souvent les médias, ils font payer les artistes pour faire passer la chose. Nous, on a dit directement, non, nous, on ne va pas payer. Donc, vous mettez en place une déontologie de votre média. Et la seule manière pour que vos gens puissent le respecter, c'est que vous puissiez les payer. Donnez-leur un salaire relativement décent. Bon, si vous n'avez pas de grand business model, vous ne pouvez pas donner de grands salaires, mais donnez-leur au moins un salaire décent, payez ce salaire-là à temps, et assurez-vous que quand vous allez avoir justement cet échange entre contractuels, employé-employeur ou employé-consultant, etc., faites en sorte que cette personne ne vienne pas avec du fake news. Parce que là, il y a une responsabilité mutuelle. Et la personne n'ira pas chercher de fake news quelque part. Parce que beaucoup de nos journalistes au jour d'aujourd'hui vont à la recherche de l'argent parce qu'ils ne sont pas décemment payés dans leurs médias. Ça, nous le savons. Et ça, c'est peut-être un des grands problèmes au jour d'aujourd'hui dans les médias, c'est que les gens ne sont pas payés. Je suis politicien ou je suis politicien aspirant, j'acquéris un média pour faire ma campagne pendant 4 mois, chaque 4 ans, et ensuite je donne le média à mon frère, mon cousin, ma nièce, etc., en disant, bon, écoute, tu dis que tu as besoin de travail, prends en charge ce média, mais il n'y a aucune vision derrière. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est les réalités. De temps en temps, on a besoin de se dire les réalités pour pouvoir avancer. Tant qu'on a des médias qui sont à 99% politiques, on n'aura pas de secteur médiatique. Merci. Merci pour cette intervention. Alors, je propose ceci. Karim répond à toutes les questions qui ont été posées jusqu'ici et vous nous permettez de progresser un tout petit peu avec notre programme et sûrement, vous aurez l'occasion de vous exprimer ou de poser des questions. Karim, je vous en prie. Voilà, alors juste pour répondre, disons, d'un trait sur les 4 questions qui avaient quand même ce point commun de parler de la responsabilité en termes de communication, non seulement des lois, mais aussi de certaines valeurs. Bon, le premier problème, c'est que c'est quand même de la responsabilité du gouvernement de communiquer sur la loi. Ça a été peu fait, malheureusement, puisqu'il n'y avait pas les budgets pour, donc que ce soit le code numérique comme la nouvelle loi sur la liberté de presse. Les organisations professionnelles, c'est difficile aussi, puisqu'elles ont, par essence, elles n'ont pas de budget. Et vous savez que l'UNPC est en pleine restructuration. Ah, on n'entend pas donc l'UNPC est en pleine restructuration et c'est quand même l'organisation fêtière des professionnels des médias.
On espère qu'après la restructuration, donc on est sur la dernière étape, et donc avec le congrès extraordinaire qui devrait se tenir dans les mois ou semaines qui viennent, on espère que le processus pourra s'enclencher avec la formation des professionnels sur les nouvelles dispositions de la loi. En attendant, pour les organisations professionnelles, Internews a fait produire avec des spécialistes ce que nous on appelle des policy briefs avec l'analyse de ces deux dernières lois, mais elles sont disponibles sur le site internews.cd. Donc voilà, il y a un certain nombre de policy briefs qui ont été écrits. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Alors, j'ai une première question que je voudrais vous poser, et cette fois, à la lumière du résumé qui a été fait ici, mais justement pour nous assurer que cela est bien compris par tout le monde, est-ce que on peut établir la différence clairement entre la désinformation et la mésinformation? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qu'il a compris de ce que c'est la désinformation et ce que c'est la mésinformation? Oui, Adrien? Ouais, je commence par la désinformation. C'est que dans la désinformation, d'abord, il y a une intention, telle que Karim l'a dit tout à l'heure. Donc, quelqu'un intentionnellement, il a ce souci-là de pouvoir désinformer son opinion ou les publics. Mais dans la mésinformation, il y a cet aspect de manque d'information qui intervient. Donc, la personne n'est pas informée, mais par le souci de pouvoir diffuser une information, il est fait. Alors, j'avais aussi une réaction peut-être en rapport avec ce que notre ami a dit, le monsieur qui est là devant, c'est sur l'argent. Je ne sais pas si, en fait, tel que la présentation a été faite, il y a un aspect vraiment trop lucratif qui fait que les gens diffusent l'information, soit les journalistes diffusent les fausses informations. Non, il y a aussi un aspect important qu'il faut toujours tenir compte pour le moment, ici au Congo, c'est que les gens n'ont pas accès aux sources d'information. Tout à l'heure, là, vous allez comprendre, M. Karim le disait tout à l'heure, là, que lorsque quelqu'un il a des problèmes d'accès à la source d'information, nécessairement, il diffuse l'information qu'il a à l'État. Il n'a pas le temps de pouvoir recouper telle information ou telle information. Parce que moi, j'ai déjà eu à travailler dans ce sens de pouvoir vérifier les informations. Vous ne pouvez pas envoyer un mail à quelqu'un tout à l'heure, vous êtes sous pression de pouvoir publier ou soit de pouvoir couper court à une fausse information. Vous envoyez un mail à quelqu'un aujourd'hui, il vous répond après 48 heures. Vous voyez un peu. Donc, il y a un problème de source d'information. Il n'y a pas seulement aspect argent là-dedans. Bien évidemment, c'est un sérieux problème, l'accès aux sources d'information en République démocratique du Congo. Beaucoup de journalistes qui font le terrain l'ont déjà expérimenté. Parfois, c'est très difficile, même pour avoir accès à l'information de première importance pour la société. Il y a épidémie de choléra qui menace une commune à Lubumbashi. Vous demandez une information, où vous arrivez, vous voulez accéder à l'information, on vous demande d'aller voir le bourgmestre qui n'est pas trouvable, ou on vous dit écrivez au maire. Parfois, c'est compliqué, c'est des choses que plusieurs ont vécues. Mais je propose que pour l'instant, on réponde à cette question. Adrien a expliqué justement ce que c'est la désinformation, la mésinformation. Mais plus clairement, si moi je ne suis pas du domaine des médias, est-ce que cette explication d'Adrien est bien claire? Information, désinformation. Oui, monsieur? Mésinformation, excusez-moi. Désolé. Désinformation et mésinformation, exact, oui. Moi, je dirais que la désinformation, c'est une information qui est fausse avec l'intention de nuire au départ. Et la mésinformation, c'est une erreur honnête. Erreur honnête. C'est-à-dire que le journaliste n'a pas vérifié sa source, mais
pour lui, c'est une bonne information, mais par contre, ça ne l'est pas. C'est ça la mésinformation. Mais la désinformation, c'est que la personne, dès le départ, sait que l'information, elle est fausse, mais il la divulgue quand même. Merci beaucoup. Quelqu'un avec un exemple beaucoup plus clair? Oui, patient. Comme le disait un prof, pour la grand-mère. Merci. Moi, c'est Patient Lokusa. Je suis correspondant de la radio Top Congo dans les Hauts-Katanga, mais aussi du média en ligne 7sur7.cd dans les Hauts-Katanga. Comme exemple, il y a quelques jours, je crois que ça va même frustrer quelques personnes, un des profs que nous connaissons très bien, qui est proche de l'autorité provinciale, était dans une activité entre guillemets politique. Un monsieur, parce que la distribution ne s'est passée pas entre guillemets dans de bonnes conditions, frustré, va influencer quelqu'un ou un média pour parler des mauvaises choses sur la personne qui était censée coordonner la gestion politique. Ça signifie que M. Didier Macal, qui est modérateur, il est en train de modérer. Pour les nuire, je me dis, j'écris un truc du genre, à présent même, dans la salle à Roupe, M. Didier est en train d'escroquer les organisateurs de Kelobantu. Mon intention, c'est de nuire à M. Didier parce que l'information n'est pas vraie. Et lorsque... C'est pas vrai. N'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la mésinformation. Quelqu'un qui donne une information qui n'est pas vraie, mais l'intention est de nuire à une personne. Il veut nuire. Effectivement. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est aussi pour toujours, surtout chez nous, et pendant cette période, beaucoup plus dans la période électorale, lorsqu'il s'agit des enjeux politiques, il y a des gens qui sont aussi dans des boîtes juste pour fomenter, créer des choses pour que l'opinion ait une idée mauvaise de cette personne et qu'à la fin ou lors des élections, que la personne ne puisse pas être votée. Maintenant, le deuxième palier, c'est désinformation, mésinformation. Oui. Alors, l'information maintenant, c'est comme vous avez dit, le chef de l'État est chez nous ici dans la province du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, il va s'adresser à la population, mais à Kasumbalesa. Dans ma manière d'informer, ou si nous restons ici, toujours dans le même exemple avec M. Didier qui est là, je peux dire que Didier Macal, qui est chercheur à l'ENILU, a modéré la partie concernant les médias dans le cadre de la 4e édition de Kelobantu. Et lorsque vous suivez, le premier exemple, Didier Macal est en train d'escroquer, l'intention de nuire. Dans le deuxième exemple, je dis que Didier Macal est en train de modérer un panel qui parle de médias en RDC. Et là, l'intention n'est pas de nuire, mais l'intention est de donner une information aux gens qui vont lire pour comprendre que, effectivement, ici, même si vous partez sur les lieux, vous allez trouver la personne où il y a des gens qui peuvent certifier que M. Didier n'était pas en train d'escroquer, mais plutôt de modérer. Merci. Ça, dernière intervention de la série Godlive. Moi, je vais juste compléter. Moi, je m'appelle Godlive Niemba, je suis du magazine La Guardia. Je suis journaliste. Moi, je vais juste donner un exemple simple pour comprendre la mésinformation. Je crois qu'à la période du Covid, il y a eu beaucoup de mésinformations qui ont circulé. C'est par exemple, on vous dit, si vous voulez guérir de la Covid, il vous suffit, par exemple, de boire du jus de citron. Ça, c'est une mésinformation. Parce que qui a prouvé
que les jus du citron guérit la COVID. Mais l'intention de la personne qui vous donne l'information, ce n'est pas de nuire, justement. Parce que la personne pense qu'en vous donnant cette information, elle va vous guérir, mais elle vous donne une mauvaise information qui peut... On a eu des cas, par exemple, à Kinshasa, où des gens ont utilisé certaines choses et qui ont conduit à la mort. Donc, au départ, la personne vous donne l'information de bonne foi, pensant que l'information va vous servir, mais c'est une mauvaise information, en fait. On est dans la mésinformation. On est dans la mésinformation, mais par contre, quand on est dans la désinformation, là, au départ de l'information, l'intention est de nuire. Les exemples que le patient a donnés, moi je peux aussi donner d'autres exemples. C'est comme par exemple aujourd'hui, au niveau par exemple international, on dit que la RDC est en train d'entretenir les génocides au niveau de l'Est. Il est en train de tuer les Tutsis. Ça, c'est une désinformation parce qu'en même temps, c'est nuire la réputation de la RDC et ça a aussi plus de conséquences. Donc au départ, c'est l'intention de nuire, c'est manipuler l'opinion, mais quand on est dans la mésinformation, vraiment on donne l'information de bonne foi, mais l'information, mais ce qu'on donne reste une mauvaise information. Voilà. Karim, est-ce que vous pouvez fixer la notion? Voilà, donc je pense que les intervenants sont d'accord. Donc la désinformation, c'est un processus donc, de production d'une fausse nouvelle avec intention de nuire, qui a vocation à être diffusée. Alors soit de façon totalement intentionnelle, donc on est toujours dans le processus de désinformation, sans en utilisant la bonne foi de citoyens ou de journalistes qui n'ont pas vérifié l'information. Et là, on est dans le phénomène de mésinformation. Donc, pour revenir aussi au sujet, c'est que tous ces phénomènes sont possibles dans un contexte où les entreprises médiatiques ne peuvent assurer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés déjà, donc lorsqu'elles ne s'organisent pas en véritable entreprise, elles ont des difficultés justement à faire travailler tout le monde dans les clous de leur responsabilité sociale et leur responsabilité sociale dont on peut discuter également dans cette deuxième partie du débat. Alors, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de progresser et nous allons vers quelques recommandations. Si nous sommes d'accord sur cet entendement de la désinformation, il va falloir cette fois-là considérer une réalité. Les réseaux sociaux ont une certaine incidence dans notre société, dans nos sociétés comme entreprises, dans notre société comme société congolaise, dans des petites communautés. Alors, la question que j'aimerais poser ici, c'est celle-ci. Excusez-moi. Quel est le rôle du journaliste et des médias d'information dans la diffusion de la désinformation ou de la bonne information? Quel rôle les journalistes jouent ou devraient jouer dans la diffusion de la bonne information contre la désinformation ou simplement pour améliorer l'image de la RDC? Quel rôle les journalistes devraient-ils jouer dans notre société? Oui, monsieur. Je vais essayer de répondre à cette question. Je vais aller dans le sens de... Le journaliste, de part, a la responsabilité d'avoir la véracité et la source de son information. Un journaliste qui se respecte avant qu'il ne donne une information, il doit avoir la source et la certitude de l'information. Ça, c'est la première des choses. Alors, en ayant la source de l'information, il lui reste la responsabilité de communiquer, de vulgariser cette information dans le but de faire avancer la société sur une piste donnée par rapport au secteur de cette information qu'il est en train de donner. Oui, allez-y.
Voilà ce que je voulais dire. Par rapport à la RDC, ou le rôle du journaliste par rapport à la RDC, excusez-moi, je veux revenir sur ce thème. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le journalisme est en train de perdre la qualité en manquant les bonnes formations dès la base. Je ne sais pas s'il y a cette génération Patrick Nguemandong ici. À l'époque, nous, on s'accrochait à la radio pour suivre ce journaliste-là. Et il a donné du goût à suivre la radio parce que, au départ, il avait une très bonne information, il communiquait sans faute, il pouvait parler lucidement et tout le monde pouvait le comprendre. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui avec le journaliste. Vous allez voir quelqu'un qui manque justement le travail et qu'il a une acquaintance avec une chaîne, il s'improvise journaliste. Ça fait que la radio a perdu sa qualité et aujourd'hui on ne sait plus suivre. Moi je sais dans le cieux ailleurs, quand vous êtes face par exemple, je dis comme ça, journaliste ou je ne sais pas un grand homme de business et tout, face à Pujadas par exemple, vous êtes face à de grands journalistes, tu sais qu'ils ont un bagage, vous les évitez même. Merci. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Voilà, quel rôle le journaliste devrait-il jouer? Oui, madame. Allez-y, allez-y. Alors, moi, je voulais revenir sur ce que M. Karim a dit tout à l'heure. Il a dit que les groupes WhatsApp constituent le premier canal d'information en Afrique. Je pense que c'est grave. Parce que c'est comme si le rôle des médias était en train de disparaître. Et que ce sont les groupes WhatsApp qui constituent maintenant les premiers canaux d'information en RDC. Je pense que c'est très grave. Enfin, disons qu'il y a des bouleversements qui sont de plus en plus grands à travers le monde. Et ça, ce n'est pas simplement en Afrique. Mais en Afrique, ces bouleversements ont un écho ou une, je ne sais pas, expression beaucoup plus particulière parce que nous avions un déficit au départ par rapport, s'il faut comparer à d'autres sociétés. Par exemple, le niveau de ceux qui lisent la presse en Afrique est quand même assez bas par rapport à d'autres pays, mais ce n'est pas pareil dans tous les pays d'Afrique. Oui. Alors, si par exemple dans un pays comme le nôtre, où le taux d'alphabétisation ou du pouvoir économique qui permet aux gens d'acheter le journal n'était pas déjà grand, au moment où WhatsApp arrive comme la plus grande plateforme de lecture ou d'accès à l'information, du coup WhatsApp grimpe et puis les autres sont minimisés. Malheureusement, oui. Oui, madame. Merci. Alors, moi, j'allais revenir un peu sur ce que mon collègue a mentionné, parce que dans la question, il n'y a pas que le rôle du journalisme et des médias, et par médias, moi, je vois également les organismes médiatiques, et un des rôles fondamentaux, moi, j'aimerais insister sur l'éducation, parce qu'on parle ici de droits humains dans le milieu professionnel, et un des droits fondamentaux, c'est justement le droit à l'éducation. Aujourd'hui, sans une éducation de qualité, même dans le secteur médiatique, on ne doit pas être étonné qu'il y a de la désinformation, de la mésinformation, mais aussi qu'il n'y ait pas d'information de qualité et, comme vous l'avez posé, d'intérêt public. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs journalistes et organismes médiatiques qui ne passent même plus de temps à la recherche. Qu'est-ce que la population veut savoir? Quelles sont les informations d'intérêt public? Comment est-ce qu'on peut avoir un rôle de catalyseur dans notre pays? Et je pense que ça commence par investir de ce capital qui existe ou Merci beaucoup. Au milieu, s'il vous plaît. On arrive. Merci de la parole. Moi, je dirais que le rôle que les médias doivent jouer est d'insister d'abord sur l'éducation.
cette éducation doit prendre deux volets. Vous dites éducation? Oui. Le D'accord. premier volet, on doit voir les journalistes qui est censé chercher l'information, la diffuser. Après sa formation, le capital humain qu'il a acquis peut s'amenuire. Et il faudra insister sur la formation continue de ces journalistes-là qui est censé rendre un service à la société. Des deux, on doit passer aussi à l'éducation aux médias dans la société. Maintenant, sur cette éducation aux médias, il y a une autre question qui se pose. On doit le faire dans quelle langue? Parce qu'il y a plusieurs textes qui existent sur la régulation même des médias. Mais ces textes ne sont pas compris. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas diffuser ce qu'il y a comme information venant de la part des régulateurs dans la société. Les gens ne comprennent pas tous le français. Merci beaucoup. Donnez la parole à monsieur à côté. Merci beaucoup pour la parole. Michael Monga, professeur à l'Université de Lubumbashi. Moi, je pense à une chose que j'ai expérimentée ailleurs, c'est-à-dire, M. Karim a parlé des fake news, mais les journalistes peuvent aussi faire ce qu'on appelle les checks de fake news. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on nous a dit que WhatsApp est le canal le plus utilisé pour la mésinformation. Vous pouvez trouver certaines vidéos, les extraits des vidéos qui circulent sur WhatsApp, des vidéos qui sont fausses. Est-ce que les journalistes prennent le temps de démontrer que ces informations sont fausses? Je donne l'exemple. Il y a une petite vidéo qui circule dernièrement sur les réseaux sociaux. Là où on prend un extrait, je pense que c'est le président qui dit que cette année, les élections, le processus évolue très mal. Et cet extrait-là circule partout dans les réseaux sociaux. Alors que cette vidéo date de 2018. Est-ce que les journalistes prennent le temps d'aller traiter cette information-là dans les réseaux sociaux ou bien au niveau des télévisions pour démontrer que cette vidéo est fausse? Et ça ne se fait pas. Et du coup, les gens pensent que tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux est vrai. Donc, les journalistes doivent aussi faire les checks de ces fake news-là et démontrer que c'est faux. Merci beaucoup. Alors, en avançant, j'arrive. En avançant, les dernières lignes, s'il vous plaît. En avançant, je change de question. L'image de la RDC ressort souvent ornée. Après avoir lu des fake news, quelqu'un a évoqué tout à l'heure certaines informations qui montrent qu'en RDC, on est en train de vouloir en finir avec telle communauté, par exemple. Ça donne une image négative, mais il n'y a pas que ça. Dans plusieurs domaines, on voit la RDC qui souffre de la mauvaise publicité. Alors, qu'est-ce qui peut être fait, pas simplement au niveau des journalistes, mais de manière générale, de tous les médias que nous utilisons, réseaux sociaux personnels, des organisations ou médias des journalistes? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on contribue à améliorer l'image de la RDC? Bonjour à tous, moi c'est Madame Noéline. Je veux répondre à la préoccupation de Monsieur Patient, il est absent. Il nous avait dit, bon, je ne suis pas du domaine du journalisme, il nous avait dit qu'il y a la CESAC et l'UNPC qui est là pour... il a déjà prévu des sanctions par rapport aux journalistes qui sont là pour la mésinformation. Alors, je ne sais pas si ces deux organisations peuvent entrer en vigueur dans ces secteurs médiatiques. Alors, je ne sais pas si cela est faisable. Parce que si elles ne procèdent pas aux sanctions, bon, je dirais que nous allons continuer à subir les conséquences néfastes par rapport aux médias. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Donnez la parole à la dame sur l'autre ligne. Oui, nous allons maintenant de l'autre côté. Oui.
Ah, elle a changé d'avis? Oui, madame. Vous répondez à la question que j'ai posée? Non, non, j'aimerais juste revenir sur l'information. Oui. Ici, à Lubumbashi, nous avons un sérieux problème au niveau de l'information. L'information, quand elle est mal donnée, elle n'a plus le rôle d'informer, mais elle crée maintenant une psychose. Alors, le souhait est que les journalistes soient vraiment bien formés et que l'information soit relayée de la plus belle de manière pour être dans le rôle d'informer au lieu de créer des psychoses. Merci. Merci beaucoup. À présent, je reviens vers vous. Donnez la parole à ce monsieur-là, oui. Et puis on va passer de l'autre côté. Et je pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour la RDC qui souffre de la mauvaise publicité avec les médias sociaux? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je travaille pour HK6, je m'appelle Charles. Je voudrais dire que le journaliste doit quitter la relation des faits. Il doit maintenant devenir analyste des infos. Puisque les réseaux sociaux ont fait de tout le monde journaliste, aujourd'hui tout le monde filme, tout le monde partage les infos de la manière dont il voit les choses. Alors le journaliste doit quitter sa zone de confort, c'est-à-dire des relations de faits, pour maintenant analyser le fait que nous trouvons sur Internet ou sur WhatsApp ou les autres réseaux sociaux. Voilà ma petite contribution. Merci. Une intervention de ce côté, messieurs? Oui. Vous voulez la question? Qu'est-ce qu'on fait avec les médias pour la RDC, pour améliorer l'image de la RDC qui souffre de la mauvaise publicité? Au centre des médias de communication, quand on parle des médias de communication, on voit les journalistes. Pour sauver la RDC, qui est la République démocratique du Congo, dans ces pays, les journalistes, donc, des bonnes informations, aller à la recherche des bonnes informations, les traiter et savoir les diffuser et les fake news. C'est de cette façon que nous allons, la RDC sortira des images considère comme par rapport au travail qui sera fait en amont comme en aval par les journalistes, les hommes des médias que vous êtes bien entendu. Aujourd'hui, les médias, excusez-moi, je vous mets de la nourriture crue sur la table. Les médias est devenu, ou les hommes des médias sont devenus en quelque sorte les moutons des panurges. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire diffuser de la bonne information que de tomber sur les fake news et mettre les gens dans des confusions. Merci. Madame? Je crois que ça va être la dernière intervention. Mais même si je suis MC, je peux intervenir quand même. D'accord. J'ai une petite idée quand même. Ah bah voilà, d'accord. top chrono. Après celui-là, c'est vous. Après celui-là, je vais quand même donner une petite contribution aussi quand même. Monsieur Didier, moi je voudrais réagir à votre affirmation de tantôt, où vous dites que WhatsApp, les gens sont plus accrus à WhatsApp qu'ils ne lisent plus les journaux. Moi, je pense que chacun de nous ici a un appareil Android. Et sur les applications de Android ou iPhone, il y a beaucoup de revues. Il y a Jeune Afrique, il y a Congo.7, quelque chose comme ça. Il y a Opéra News, il y a beaucoup de sites de journaux. Pour avoir une information, moi, je ne trouve pas que WhatsApp soit idéal. WhatsApp, à mon avis, ça sert à communiquer entre amis, entre potes ou bien entre amis, personnes d'un même forum. J'ai par exemple une réunion à 15h dans tel secteur de la vie et j'informe à mes amis avec qui je suis dans le forum qu'il y a réunion à 17h ou il y a réunion à 15h.
Mais WhatsApp, à mon humble avis, ce n'est pas un site où on peut recueillir des informations. Dire par exemple qu'on a voté une loi sur telle chose. Non. Si on n'a pas le temps de lire le journaux, je pense que la télé ou la radio suffisent. Merci. De se rabattre à WhatsApp. Très bien. Merci. Alors, nous n'avons plus du tout le temps, mais juste petite contribution. Allez-y, oui. Ce qu'on appelle le soft power est très important, très très important. C'est-à-dire que les médias peuvent jouer un rôle selon lequel ils peuvent filmer les réussites congolaises, ils peuvent filmer les bonnes choses qui existent en RDC. C'est important de communiquer là-dessus, parce que si on veut attirer des personnes, des investisseurs et tout ça, donc il faut vraiment communiquer sur les bonnes choses qui se passent. Il y a des modèles de réussite, il y a des personnes qu'on a financées par des banques qui étaient des entrepreneurs avec un petit capital et qui aujourd'hui deviennent des millionnaires. Ça existe. Pourquoi on n'en parle pas? Il faut mettre en avant les exemples, les case studies des grandes réussites congolaises. Et ça, justement, ça va permettre d'attirer et de redorer l'image de la RDC. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Je suis désolé parce que j'ai épuisé tout le temps qui m'a été donné. Je pense qu'on pourra échanger avec M. Karim tout à l'heure et discuter. Alors, je pense que Karim peut donner un mot global sur les interventions. Mais je pense que monsieur disait tout à l'heure, ce n'est pas du tout faux, mais il y a quand même la sociologie des médias qui explique le succès de WhatsApp chez nous. WhatsApp, s'il a un succès, c'est que même la personne qui ne sait pas taper un texte peut envoyer un message sur WhatsApp et en recevoir, écouter. C'est différent des autres médias que nous utilisons ici chez nous. Il faut savoir taper un texte pour envoyer un message ou communiquer avec quelqu'un sur Messenger. Bon, heureusement, sur Messenger, Facebook, on peut appeler quelqu'un. Mais avec WhatsApp, regardez, depuis que WhatsApp lance les appels et les audios, vous recevez moins des messages écrits de certaines personnes, mais plus des messages vocaux. Ça explique le succès. Et donc, c'est devenu un canal par lequel beaucoup de choses passent, malheureusement, et le faut aussi. Karim, un mot de conclusion. Rapidement, juste pour dire que donc, lors de la discussion, j'ai vu qu'on est parti sur... effectivement, le but était de savoir comment les médias pouvaient promouvoir certaines choses et l'image de la RDC. On est parti sur le premier point, c'est les questions de crédibilité des médias. Tout simplement, on voit que les médias doivent réinventer leur rôle, puisque on a vu que le premier canal de distribution était WhatsApp. Est en train de devenir WhatsApp. Ça ne veut pas dire que ces choses sont produites sur WhatsApp, les choses sont agrégées sur WhatsApp puis échangées, mais c'est le premier canal de distribution de plus en plus. Et donc, c'est surtout que le rôle des journalistes et des médias doit se réinventer en ce moment, puisque, quelqu'un l'a dit, n'importe qui peut prendre son smartphone et envoyer des images et donner une information sur ce qui se passe. Donc, il y a ce rôle, mais essentiellement, si en RDC, on a un objectif aussi de crédibilité qui passe par justement ce qu'on appelle l'assainissement du secteur, faire en sorte que les acteurs soient des acteurs réellement professionnels et puissent envisager leur nouveau rôle qui doit être discuté entre acteurs professionnels. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il y aura ce rôle qui sera à la fois d'alerter sur les choses à améliorer, mais également pouvoir montrer ce qui marche à l'ensemble de la société, et y compris évidemment les investisseurs. Voilà. Merci beaucoup Karim, et merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre participation à cet atelier qui prend fin à présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Didier Mkaling. Merci, Monsieur Karim, pour cet atelier qui a été très riche. Les échanges, je le crois, ne vont pas s'arrêter là. Même pendant le déjeuner, on peut continuer à discuter. Alors, nous sommes à présent à la disposition